Donc ça, c'est un homonyme à moi. M. Abika dans la place. Bonjour. Donc voilà, le thème que je vais aborder avec vous porte sur le recours du justiciable en cas d'irrégularité constatée en garde à vue. Voilà. Donc vous avez commis une infraction, vous n'avez peut-être même pas commis d'infraction. Il y a quelqu'un qui allait porter plainte à la gendarmerie contre vous. Ou vous êtes pris en flagrant délit, c'est-à-dire que les officiers de police judiciaire vous surprennent en train de commettre une infraction et là, voilà, vous êtes placé en garde à vue. Donc si vous constatez des irrégularités, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Voilà, c'est de ça on va parler. Bonjour Flamme. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc ce sont souvent des procédures qui sont très désagréables, hein, surtout quand on n'a pas l'habitude de commettre d'infractions. Donc il est quand même intéressant et important de connaître la loi, de connaître nos droits. Donc c'est important. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Certains commentaires dans ce live ont été filtrés. Donc, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire et TikTok a bloqué le commentaire. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être inviter... non. C'est pas ce que je vais faire. Qui je peux inviter là? Donc voilà, alors je vais commencer parce que je vais pas rester là, longtemps. Donc je disais, une personne peut se sentir victime d'une infraction. Donc cette personne va déposer plainte soit au commissariat de police, soit à la gendarmerie. Et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République décide de vous placer en garde à vue. Ou vous êtes surpris en flagrant délit, c'est-à-dire que l'officier de police judiciaire vous surprend en train de commettre une infraction. Et là, sur le coup, l'OPJ décide alors de vous placer en garde à vue. Ça peut être aussi parce que suite à une enquête, le procureur de la République décide, à la suite de cette enquête, de vous placer en garde à vue. Donc la garde à vue vous est notifiée ou vous êtes directement placé en garde à vue. Donc il faut savoir que vous avez des droits. Vous avez le droit de contacter, d'être assisté d'un avocat. Donc la plupart du temps, les gens n'exercent pas ce droit parce que, voilà, qui dit intervention d'un avocat, dit frais d'avocat. Et pour faire un peu de droit comparé, en France, cette intervention-là est facilitée parce que l'exercice de ce droit-là, on va dire, est facilité parce que la personne qui demande à bénéficier d'un avocat, de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue, n'aura pas forcément à débourser un rond parce que l'avocat sera rémunéré par l'État et c'est à peu près 360 euros pour les premières 24 heures. Et donc pour le Gabon, c'est pas le cas. Je suppose, c'est pas le cas, donc c'est au justiciable qui revient de régler les honoraires de l'avocat. Et à mon sens, c'est probablement ce point-là qui fait que beaucoup ne font pas intervenir l'avocat lorsque ces personnes sont placées en garde à vue. Mais c'est vraiment préjudiciable et dommage parce que ce qui va suivre, vous allez comprendre l'intérêt de l'avocat, c'est que l'avocat va observer les conditions dans lesquelles la personne est placée
en garde à vue. Et en cas d'irrégularité, ce sera beaucoup plus facile pour l'avocat de constater ces irrégularités-là et même de s'exprimer en termes juridiques dans vos intérêts. Autre droit, c'est que vous avez le droit de vous faire euh, consulter par un médecin. Donc le médecin viendra vous consulter et c'est lui qui va donc, à travers son certificat médical, indiquer que vous êtes apte à être entendu dans le cadre de cette mesure. Parce qu'il faut savoir que pour le Gabon, la garde à vue, le premier délai, donc c'est 2 jours, donc 48 heures. Et il y a possibilité d'une prorogation 48 heures supplémentaires. Donc on est sur 4 jours. Donc vous pouvez passer 4 jours d'audition en garde à vue et donc 3 nuits, 3 nuits détenues dans les locaux, soit du commissariat de police, soit de la gendarmerie. Donc en faisant intervenir un médecin, c'est ce médecin qui pourra donc attester que votre état de santé est compatible avec une telle mesure. Donc c'est important d'exercer ces droits. Imaginez un peu, vous faites pas appel à un médecin alors que votre état de santé ne vous permet pas d'être entendu dans de telles conditions. Donc ça peut être très préjudiciable pour vous. Donc c'est important d'exercer ce droit. Donc autre droit, vous avez également la possibilité donc d'informer un de vos proches. Donc vous appelez un de vos proches et vous informez à ce proche que vous êtes détenu, que vous êtes entendu dans le cadre d'une garde à vue. Donc c'est important d'exercer ces droits-là parce que vous allez comprendre aussi pour la suite, parce que en cas d'irrégularité, au Gabon, il y a souvent des irrégularités. Et si vous avez informé un de vos proches, ben, ce proche pourra constituer un témoin pour vous qui pourra indiquer plus tard en cas d'irrégularité que effectivement à partir de tel jour vous avez été placé en garde à vue puisque à telle heure vous avez informé ce proche-là. Dans le cadre de la garde à vue, vous avez aussi un autre droit, celui de vous taire. Vous pouvez décider de vous taire en attendant que votre avocat ne vienne sur les lieux vous assister. Alors, lorsque la personne est placée en garde à vue, maintenant du côté de l'OPJ, l'OPJ doit obligatoirement informer le procureur de la République si la mesure de garde à vue ne vient pas du procureur de la République. Souvenez-vous, au début, je disais que l'OPJ, l'officier de police judiciaire, s'il vous surprend en flagrant délit, c'est-à-dire que vous êtes en train de commettre une infraction, l'OPJ peut vous placer en garde à vue. Donc, dans ce cas de figure, l'OPJ doit impérativement informer le procureur de la République du placement en garde à vue, de votre placement en garde à vue. Donc, dans les autres cas de figure, à l'absence de flagrance, le procureur, en principe, c'est au procureur de la République de décider de la mesure du placement en garde à vue. Alors, ce qui se passe souvent, donc pourquoi une personne est-elle placée en garde à vue? Une personne est placée en garde à vue parce qu'elle n'a pas suffisamment de garantie de représentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que puisqu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction, donc la justice craint que en l'informant de cette infraction-là, cette personne-là puisse fuir, en fait, tout simplement, quitter le territoire ou changer de domicile, changer de province, etc. Et donc, cette personne ne sera plus à la disposition des forces de l'ordre pour pouvoir être entendue. Donc, pas de garantie de représentation, risque de fuite, etc. Donc, la personne est entendue dans le cadre de la garde à vue. La garde à vue peut aussi être justifiée lorsque les faits sont graves. Lorsque les faits sont graves, par moment même, c'est une mesure pour protéger la personne qui est placée en garde à vue. Imaginez en cas de meurtre. En cas de meurtre, en cas de crime, cette personne peut faire l'objet d'une justice sociale, c'est-à-dire que les victimes, les parents des victimes ou les parents proches des victimes peuvent décider de se faire justice et d'aller tout simplement trucider ce monsieur-là. Donc par moment, la mesure de garde à vue est aussi ordonnée pour sécuriser l'auteur de l'infraction. Mais c'est aussi ordonné
pour sécuriser les victimes. Hein, sécuriser les victimes parce qu'une personne dangereuse est dangereuse pour la société. Donc, c'est pour protéger la société de cette personne-là que le procureur de la République décide de placer cette personne en garde à vue pour pouvoir l'entendre sur les faits pour lesquels elle est soupçonnée d'avoir commis. Alors, une fois la personne placée en garde à vue, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a souvent des irrégularités, donc le terme de ce live, c'est les irrégularités, les recours, donc, ou le recours du justiciable en cas d'irrégularité constatée en garde à vue. Donc, ce qui se passe, c'est que les forces de l'ordre, pour amener la personne placée en garde à vue, pour amener la personne gardée à vue à dire toute la vérité, ben, ça donne à des actes, des actes peu recommandables. Donc, ça va être de la torture, ça va être de la violence. La personne va être torturée, la personne va être violentée pour l'amener à dire la vérité. Donc, voici ce que dit la Constitution par rapport aux tortures et par rapport à la garde à vue. Hein. Donc, c'est la Constitution de 1991 hein, qui dit ceci. Voilà les vrais sujets. Ah, authentique. Merci, merci, merci. Moi, je pense que tous les sujets sont bons. Tous les sujets sont refusés. Tous les sujets sont bons, en fait, en réalité. Parce qu'on apprend toujours de tout le monde. Alors, donc, voici ce que dit la Constitution gabonaise qui a été reprise par la charte de la transition. Donc, je suis au titre préliminaire, hein, donc le préambule de la Constitution qui dit que nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. Donc, c'est clair. Ça, c'est notre Constitution gabonaise qui le dit. Et ce texte-là que je viens de lire a été repris par la charte de la transition. Donc, je réitère, donc c'est l'article 1er du titre préliminaire du préambule de la Constitution de 91 qui vient dire alors, je vais même reprendre tout l'alinéa, hein, c'est chaque citoyen a le droit chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Donc, il y a quand même ça. Hein. Maintenant, une personne peut avoir commis une infraction. Ça, c'est un fait. On n'est pas là pour critiquer ça. Donc, c'est tout à fait normal. On est dans une société qui est organisée. Quand une personne commet une infraction, il est tout à fait normal que cette personne-là soit placée en garde à vue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la personne est placée en garde à vue et qu'il y a des irrégularités? Donc, la Constitution gabonaise vient dire ceci. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. Donc, les humiliations, les maltraitances, les tortures sont interdits par la Constitution gabonaise. Donc, toujours dans le titre préliminaire du préambule de la Constitution. Donc, voici ce qui est dit. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure. Tout prévenu est présumé innocent. Donc, voilà ce que vient nous dire la Constitution. Donc, pendant la garde à vue, il n'est pas normal que les officiers de police judiciaire fassent recours à la torture, à la violence, aux menaces pour amener le gardé à vue à dire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Donc, si vous constatez, si vous êtes victime de ce genre de fait, de ce type de fait, il faut vous dire qu'on est face à des irrégularités parce que la Constitution gabonaise interdit cela. Autre irrégularité que vous pouvez constater lors d'une garde à vue, c'est que le Code de procédure pénale vient nous dire que y a un temps qui est prévu par le Code de procédure pénale gabonais pour la garde à vue. Donc, c'est 48 heures. Voilà,
Donc, une personne placée en garde à vue doit normalement l'être pour une durée de 48 heures. Donc, 48 heures, ici, on est sur 2 jours. Et ces 48 heures sont prorogeables une seule fois. Ça, c'est ce que vient de dire là, le code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'on sera donc sur 2 jours maximum. Voilà. Donc, 48 heures plus 48 heures, je vous laisse faire le calcul. Dans tous les cas, on est sur 2 jours maximum de détention, pas de détention, de garde à vue. Donc, ça, c'est pour les délits. Maintenant, pour ce qui est des crimes, on est sur 48 heures, prorogeable 8 jours. Voilà, donc 48 heures, donc on a 2 jours plus 8 jours, donc ça fait 10 jours maximum. Donc, pour un délit, on ne peut pas être détenu au-delà de 10 jours. Pour, qu'est-ce que j'ai dit? Pour un crime, une personne placée en garde à vue ne peut pas l'être au-delà de 10 jours. Donc, le maximum, c'est 10 jours. Pour une personne qui est soupçonnée d'avoir commis un délit, le maximum de garde à vue, c'est 4 jours. Au-delà, on est dans une irrégularité. Donc, première irrégularité, c'est que la personne est torturée, violentée, menacée pour l'amener à dire tout et n'importe quoi par rapport aux faits pour lesquels elle est soupçonnée d'avoir commis. Deuxième irrégularité, c'est les gardes à vue anormalement, une garde à vue anormalement longue. Donc, en principe, lorsque une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, la garde à vue peut ne pas suffire pour amener cette personne à dire la vérité sur les faits. Une garde à vue, puisqu'on a dit pour le délit, c'est 4 jours maximum, et pour le crime, c'est 10 jours maximum. Donc, il peut arriver que les 4 jours maximum ou les 10 jours maximum ne soient pas suffisants pour amener la personne placée en garde à vue à dire la vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le procureur de la République doit normalement mettre fin à la garde à vue à l'issue de ce maximum. À l'issue de ces maximums, il doit ensuite transférer le dossier au juge d'instruction qui doit prendre le relais de l'instruction. Une information judiciaire doit être ouverte. Une personne ne peut pas être gardée en garde à vue pendant au-delà des délais que je viens d'indiquer, alors que après une garde à vue, l'enquête peut se poursuivre devant le juge d'instruction. Et devant le juge d'instruction, la question va se poser de savoir si la personne doit être détenue, doit être en détention provisoire ou voire sous contrôle judiciaire. Donc, on va rester sur la garde à vue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous vous rendez compte que vous êtes détenu, le délai de garde à vue est anormalement long, ou encore que vous êtes victime de torture, de violence, de menaces, etc. pour vous amener à dire, amener à dire la vérité. C'est là où les droits que j'ai cités au début sont intéressants. Parce que, en principe, quand vous arrivez au commissariat de police ou en gendarmerie, vous êtes censé avoir émargé un procès verbal. Donc, vous êtes censé avoir signé un procès verbal. Donc, le procès verbal doit indiquer l'heure aussi à laquelle, ou voire même le jour, le début de la garde à vue. Donc, l'heure de début et le jour de début de la garde à vue. Donc, avec ce procès verbal, on pourra déterminer à partir de quand la garde à vue a commencé. Et aussi, si vous exercez votre droit, parce qu'on va dire qu'on est au Gabon, les OPJ ne vont peut-être pas vous délivrer ce procès verbal, vous ne l'aurez peut-être pas lorsque vous allez exercer votre recours, mais si vous avez fait appel, bonjour docteur Papito, si vous avez fait appel à un de vos proches, je vous ai dit c'est un de votre droit, c'est-à-dire que lorsque vous êtes placé en garde à vue, appelez un de vos proches pour informer à votre proche que vous avez été placé en garde à vue. Au moins, vous aurez un témoin qui pourra venir attester que à partir de telle heure, tel jour, vous avez été placé en garde à vue. Parce que pour pouvoir dire que le délai de la garde à vue a été dépassé, il faut déjà chercher à connaître à partir de quand la garde à vue a commencé. Si vous n'avez pas le jour à partir duquel la garde à vue a commencé, comment vous allez vous justifier qu'il y a une irrégularité au niveau de la durée de la garde à vue? Donc ça, c'est important. Donc, vous appelez un de vos proches pour dire que vous avez été placé en garde à vue. Ce proche pourra être un témoin pour vous,
pour indiquer qu'effectivement, tel jour, à telle heure, vous avez été placé en garde à vue, faites appel à un avocat. Donc ça, ce sera vraiment très utile pour vous. Gardez votre silence jusqu'à ce que l'avocat vienne dans les locaux de la gendarmerie ou du commissariat de police. Donc votre avocat pourra aussi prouver que vous avez été placé en garde à vue à telle heure et tel jour. Après, pour les tortures, ça c'est un peu plus complexe parce que pour ce qui est des tortures et des menaces, les violences, ce sera vraiment votre parole contre celle des OPJ. Ben, à ce moment, ce que vous faites intervenir, vous demandez à avoir l'intervention d'un médecin et au médecin, normalement, avec le médecin, vous aurez un entretien normalement à huis clos. Les officiers de police judiciaire n'ont pas à être présents lorsque le médecin va vous consulter. Et au médecin, vous faites état des conditions de votre garde à vue en indiquant que vous êtes torturé, vous êtes menacé, voilà, vous décrivez tout ce que vous subissez, tout ce qu'on vous fait subir lors de cette garde à vue-là. Donc voilà, une fois vous avez tous ces éléments-là, deux cas de figure, soit les faits sont constitués, même si les faits sont constitués, d'accord, même si le procureur de la République décide que les faits sont constitués, cela ne doit pas remettre en cause le fait que vous ayez été torturé ou que la garde à vue a été anormalement longue. Donc ça ne remet pas en cause cela. Le procureur de la République va vous poursuivre pour les faits, pour les faits pour lesquels on vous reproche, hein, les faits pour lesquels vous avez été entendu. Cette procédure-là va se poursuivre, mais vous avez un recours. Vous devez dénoncer ce qui a été fait, parce que la Constitution interdit les tortures. La Constitution garantit notre dignité. Voilà, la transition, le CETERI est venu avec l'idée selon laquelle, voilà, il veut restituer, ce comité-là veut restituer la dignité des Gabonais. Donc la dignité des Gabonais, la restauration de la dignité des Gabonais passe aussi par la justice. D'accord? Ça passe aussi par la justice. Donc du coup, si vous estimez que vos droits constitutionnels, votre liberté constitutionnelle a été atteinte, vous avez le droit de former un recours. Donc vous avez la possibilité donc de saisir l'inspection judiciaire ou encore le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, ou encore le Conseil d'État. Donc faites ce recours-là et dénoncez ces éléments-là, parce que ce n'est pas normal. Nous sommes dans un état de droit. Quand je dis nous sommes dans un état de droit, ça veut dire que notre Gabon a une législation. Donc, à un moment donné, lorsqu'on est justiciable, il faut aussi qu'on soit capable d'exercer nos droits lorsque ceux-ci sont remis en cause. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc on peut faire appel à son avocat lorsqu'on est... Ah, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Authentique, bien sûr. Donc, on peut faire appel à son avocat hors de son interpellation. C'est-à-dire lors de son interpellation. Mais bien sûr, l'avocat est plus que important à ce moment-là. C'est même à ce moment-là qu'il faut faire appel à votre avocat. Oui, oui. C'est à ce moment-là. Sauf que, comme je disais dans mes propos introductifs, c'est-à-dire que la plupart du temps, les justiciables ne font pas recours à leur avocat pour des raisons économiques, pour des raisons financières. En France, ce problème-là a été réglé parce qu'une garde à vue est réglée par l'État, en fait. C'est 360 € les premières 24 heures. Et donc, il y a un supplément, il y a un complément qui est rajouté au-delà des 24 heures. Donc, c'est l'État qui rémunère l'avocat lorsque l'avocat intervient en garde à vue. Donc, il y a des permanences. Hein. Moi, je suis inscrite sur la liste des permanences garde à vue. Donc, lorsqu'une personne demande à avoir un avocat, parce que cette personne est placée en garde à vue, j'interviens et mon intervention est réglée ou encore mes honoraires sont réglés par l'État français. Mais pour le justiciable gabonais qui n'a pas cet avantage financier, les honoraires de l'avocat seront réglés par sa poche. Je pense que c'est là la difficulté en fait, parce que si les honoraires sont trop élevés, la personne qui est faible économiquement ne va même pas penser
à faire appel à un avocat, alors que c'est l'avocat qui va garantir en fait le respect de ses droits en garde à vue. Donc il y a une autre autorité qui est chargée de respecter les libertés et les droits des citoyens, c'est le procureur de la République. C'est le procureur de la République qui d'ailleurs met fin à la garde à vue. Je vous ai dit, lorsque la personne est placée en garde à vue suite à des faits de flagrance, c'est-à-dire que les officiers de police judiciaire surprennent la personne en train de commettre une infraction. Donc là, c'est l'OPJ qui va décider de placer la personne en garde à vue. Mais à partir du moment où l'OPJ place la personne en garde à vue, l'OPJ a l'obligation, je dis bien l'obligation, d'informer le procureur de la République du placement en garde à vue de cette personne, parce que toutes les gardes à vue sont normalement doivent être surveillées par le procureur de la République. Et c'est également le procureur de la République qui met fin à toutes les gardes à vue. Même pour le cas d'une garde à vue qui a été ordonnée par l'OPJ, à la fin, c'est le procureur de la République, après avoir été informé par l'OPJ, qui va mettre fin à la garde à vue. Et parce que c'est lui qui met fin à la garde à vue, il est censé savoir aussi que la garde à vue a été faite au-delà du temps légal. Voilà. Et donc, dans le cadre des recours, le procureur de la République est la personne aussi ciblée. Donc, l'action doit être dirigée contre le procureur de la République qui n'a pas joué son rôle, celui de surveiller le temps prévu par la loi. Donc, le procureur de la République est le garant donc des libertés. Donc, c'est le procureur de la République qui doit veiller à ce que les droits de la personne gardée à vue soient respectés. Autre point aussi que j'ai constaté au Gabon, c'est que souvent, les gens vont porter plainte, même ici en France, hein, les gens vont porter plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie pour des faits de nature civile. Par exemple, en ce qui concerne le défaut de paiement de loyer. Le défaut de paiement de loyer constitue normalement une action civile. C'est pas du pénal. Mais les gens tellement dépassés, le bailleur tellement dépassé par l'attitude de son locataire, et c'est souvent sous fond de violence, hein, parce que le bailleur va aller manu militari voir son locataire en lui disant ben, il faut que tu me payes, après il y a des invectives, etc. Et le bailleur mécontent va déposer plainte à la gendarmerie ou au commissariat de police. Et surtout, lorsque ce bailleur a des connaissances au niveau des forces de l'ordre, qu'est-ce que ces personnes-là font? Ils convoquent donc le locataire, ils le placent en garde à vue. Ce n'est pas normal. Normalement, on est sur une action civile. Donc, cette personne qui est placée en garde à vue doit appeler un de ses proches. Si possible, faire un courrier au procureur de la République. Et c'est le procureur de la République qui doit venir lever cette garde à vue, parce qu'une personne qui ne règle pas ses loyers, qui n'a pas commis d'infraction, ne peut pas être placée en garde à vue. On est sur un placement en garde à vue irrégulier. Donc, peut-être que même dans ce cas de figure, le procureur de la République n'est pas informé de cette garde à vue-là. Donc, du coup, le fait d'informer un de vos proches, votre proche va donc écrire au procureur de la République ou prendre contact avec le procureur de la République. Le procureur de la République, qui est l'autorité chargée de garantir le respect des libertés et des droits des citoyens, viendra mettre fin à cette garde à vue irrégulière. Voilà. Donc, mais est-ce qu'il existe des avocats commis d'office au Gabon? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Peut-être, hein, mais je ne vais pas répondre. Je vais pas répondre à ça, mais je ne sais pas trop. Je peux pas répondre. En fait, déjà, il faut comprendre ce que c'est l'avocat commis d'office. Il faut comprendre ce que c'est l'avocat commis d'office. Probablement, ça existe, parce que l'avocat commis d'office, c'est l'avocat que l'ordre des avocats charge pour aller assister une personne qui a besoin d'un avocat, mais qui n'a pas d'avocat. C'est pas tout le monde qui connaît ce milieu professionnel. C'est pas tout le monde. Donc, vous êtes placé en garde à vue, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir affaire à la justice. Donc, c'est la première fois que vous êtes placé en garde à vue. Donc, vous n'avez
pas connaissance de l'identité d'un avocat. Donc, l'avocat commis d'office sera donc l'avocat que l'ordre des avocats va désigner pour venir vous assister. Donc, c'est ça l'avocat commis d'office. Donc, moi, à mon avis, oui, il existe des avocats commis d'office au Gabon. Alors, souvent, en France, l'avocat commis d'office est synonyme se confond avec la gratuité, se confond avec l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est l'aide qui est accordée au justiciable qui est économiquement faible. Je parle du système français, qui n'a pas suffisamment de revenus. Donc, le seuil qui est souvent pris en compte, c'est le SMIC. C'est-à-dire que celui qui n'a que le SMIC, celui qui ne perçoit que le RSA, celui qui ne perçoit que l'AH, l'allocation adulte handicapé, c'est dans les 700-800 euros. Le RSA, donc c'est dans les 400-500 euros. Le SMIC, c'est dans les 1200-1300 euros. Les personnes qui n'ont que ces revenus-là, on va considérer que ce sont des faibles revenus, auront droit à ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Et donc, comme la plupart du temps, ces personnes-là, je dis ça comme ça, mais c'est mon constat, souvent sont dans la délinquance, malheureusement, et ces personnes-là, souvent dans le circuit de la justice pénale, ont recours à des avocats commis d'office, d'où la confusion qui se fait entre l'avocat gratuit et l'avocat commis d'office. Donc, l'avocat commis d'office n'est pas synonyme de gratuité. Quand le bâtonnier désigne un avocat pour venir assister un justiciable, si les revenus du justiciable sont suffisants, sont au-delà du SMIC, ben c'est ce justiciable qui va régler les honoraires de l'avocat. Alors, donc, du coup, donc on peut faire appel, donc ça j'ai répondu. Alors, c'est quoi ça? Vous vous plaignez du racisme. Tu fais hypocrisie à qui? Quand c'est nous, c'est pas normal. Bon, je ne sais pas de quoi tu parles. Dieu est Dieu. Avec un nom aussi divin. Comment on peut parler du racisme? Je comprends pas. Ne jugez point, hein? Dieu est Dieu. La Bible dit ne jugez point. Donc, faut pas juger. Hein? Donc, si tu es chrétien, tu devrais ne pas être dans le jugement. Je ne sais pas pourquoi tu parles du racisme. Hein? Mais est-ce qu'il existe des avocats commis d'office? Donc ça, j'ai répondu. Voilà. Franchement, au Gabon, la plupart des OPJ s'énervent lorsqu'on demande à appeler son avocat. Il faut insister. C'est son droit. Même ici en France, les OPJ s'énervent. Et par moments, ils disent même au gardé à vue, l'avocat ne te servira à rien. Parce que en fait, en garde à vue, l'avocat joue un rôle paternaliste. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que son rôle, c'est d'assister le gardé à vue. Parce que l'audition va se faire entre le gardé à vue et l'OPJ. Les faits sont connus par la personne gardée à vue et non par l'avocat. Donc, on est au début de l'enquête. Donc, du coup, la parole va être donnée au gardé à vue et à l'officier de police judiciaire qui va poser les questions au gardé à vue. Donc, du coup, ce qu'ils font, les OPJ, pour ne pas avoir la présence d'un avocat lors de l'audition, ils vont dissuader le gardé à vue de ne pas faire appel à un avocat. Même ici en France, ça existe. Vous insistez, c'est votre droit d'avoir l'assistance d'un avocat. Vous insistez, vous demandez à avoir la présence d'un avocat. Donc, authentique, ce que tu dis, c'est valable ici en France. On est confronté à cela. Donc, du coup, sachant que lorsque l'avocat arrive dans les locaux des forces de l'ordre, il y a un entretien. Donc là, je parle du système français. On a un entretien de 30 minutes avec le gardé à vue. Entretien lors duquel on va essayer de comprendre déjà ce qui se passe et essayer aussi de donner déjà informer le gardé à vue de ses droits. Est-ce qu'il les a exercés? S'il les a pas exercés, lui donner l'intérêt de l'exercice de ses droits et également donner certains conseils sur la suite de la procédure.
Donc voilà, donc l'avocat est important. Donc c'est pas parce qu'on a un rôle paternaliste, c'est-à-dire lors de l'entretien, on n'est pas vraiment actif, on est là, on regarde, on surveille. C'est utile aussi parce que si on est au Gabon où la pression est souvent exercée sur le garde à vue, le fait d'avoir un avocat présent dans les locaux, ça permettra d'empêcher ce type de comportement-là, la torture, les violences, les menaces, etc., que peuvent exercer les officiers de police judiciaire sur la personne gardée à vue. Voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci Bella pour les j'aime. Merci, merci. Mais comment faire respecter son droit de garder le silence face aux violences policières? Attention au droit qui consiste à garder le silence. Garder le silence est un droit, mais c'est un droit à couteau tranchant, je vais dire. Pourquoi? Parce que si vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction, vous avez un intérêt soit à accepter qu'on vous pose des questions, soit d'accepter de dire de manière spontanée ce que vous connaissez sur les faits. Le droit au silence, c'est un droit qu'il faut exercer, notamment lorsque vous avez demandé à avoir l'assistance d'un avocat. Vous allez vous dire, je me tais tant que mon avocat n'est pas là. Ça, vous pouvez l'exercer. D'accord? Vous pouvez exercer ce droit-là. Mais ce n'est pas parce que vous exercez ce droit-là. Admettons, vous n'avez pas demandé à bénéficier d'un avocat, mais vous décidez d'exercer votre droit au silence. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que vous aurez gardé silence pendant toute la garde à vue que la procédure va s'éteindre. Je disais, l'ordre social demande aussi à ce qu'une personne qui a commis une infraction soit entendue dans le cadre d'une garde à vue. Et au-delà du terme de la garde à vue, donc 4 jours maximum pour les délits et 10 jours maximum pour les crimes. Donc là, je suis sur la justice gabonaise. Ben, votre dossier, vous avez gardé le silence pendant toute la garde à vue, mais votre dossier sera tout simplement transféré devant le juge d'instruction où l'avocat est obligatoire. Donc voilà. Donc oui, le droit de garder le silence, mais pas n'importe comment. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci Bella, merci Bella, merci Bella pour les cœurs. Merci, 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 merci. Qui j'ai envoyé l'invitation là? Merci, merci en tout cas, merci. Donc n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas. Donc voilà, faites ce recours-là devant le Conseil d'État, soit devant le Conseil d'État, soit devant l'inspection judiciaire, soit devant le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, parce que j'exerce au Gabon, j'exerce en France, pardon, j'exerce en France. Je suis dans la Haute-Loire, c'est en Auvergne. Hein. Donc, faites ces recours-là, j'étais en train de dire. Si vous constatez qu'il y a des irrégularités lors de votre garde à vue, des irrégularités qui peuvent être constatées parce que la garde à vue est anormalement longue ou parce que vous êtes victime de torture, de menaces, de violences, etc. Faites ce recours-là devant l'inspection judiciaire, devant le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature ou devant le Conseil d'État. Donc, l'objectif ici, c'est de viser le procureur de la République qui est chargé normalement de veiller au respect de vos droits. Donc, si la procédure aboutit, il sera entendu. Et parce que beaucoup de Gabonais auront fait ce type de recours-là, que nos autorités vont être amenées à travailler comme il faut et à respecter les droits, les droits des concitoyens. Donc, j'exerce en France. Hein. Je suis en France. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
N'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions. À défaut, je mets fin au live. Ah d'accord, j'aspire également à devenir avocat. Je suis un master 1, droit pénal appliqué. Très bien. Donc du coup, tu es en France, c'est ça? Donc, pour devenir avocat, il faut normalement justifier d'un master, d'un bac plus 4. Hein. Quel conseil pouvez-vous me donner? Voilà, faut pas chercher à se spécialiser forcément. Faut pas chercher à se spécialiser. Oui, je suis en France. Mais c'est très bien. Si déjà si tu fais du droit, du droit pénal, c'est très bien. Donc, si tu as un master 1, peut-être que c'est un peu trop tard ce conseil-là, mais si tu te sens vraiment assise sur tes connaissances juridiques, en principe, il faut s'inscrire parallèlement à l'IEJ. Hein, l'IUJ, l'Institut d'études judiciaires de ta faculté de droit. Donc, tu t'inscris à l'IEJ. Je pense que là, on est en cours d'année. Je pense que c'est peut-être un peu trop tard. Donc, ce que font les étudiants, moi, j'ai fait la voie longue. Hein, donc, j'ai un doctorat. Donc, je suis passée par la voie longue qui consiste à être dispensé de l'IEJ. Donc, avec le doctorat, on entre directement à l'école des avocats. Mais toi, comme tu es en master 1, si cette année-là, tu n'as pas pu t'inscrire à l'IEJ, donc pour ton master 2, je te conseille de t'inscrire à l'IEJ parallèlement à ta formation à ta formation de master 2. Voilà. Donc tu suis les deux formations et comme ça, donc la même année, tu gagneras du temps, tu valides ton master 2. Parce que de toutes les façons, tu as déjà ton master 1 qui te donne la possibilité de rentrer à l'école des avocats, mais en passant par la passerelle, donc l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires. Donc, si tu ne peux pas le faire cette année, fais-le l'année prochaine, de manière exclusive, c'est-à-dire que tu t'inscris pas en master 2, tu le fais de manière exclusive, mais c'est toujours plus intéressant de faire un master 2 parallèlement à l'IEJ. Voilà, donc tu feras ça l'année prochaine, donc les deux formations, l'IEJ et le Master 2. Et tu bosses beaucoup, il faut vraiment bosser parce que c'est une formation qui est très, très prenante. Parallèlement à cela, si tu te sens vraiment capable, inscris-toi aussi à des formations, à d'autres formations en cours pour renforcer en fait comment dire, tes capacités en fait, pour te donner plus de comment dire, le courage, j'ai envie de dire, mais ça va d'assurance, voilà. Pour te donner plus d'assurance, tu as l'UIJ, tu as le Master 2. Inscris-toi aussi peut-être à une autre formation, qui souvent c'est en ligne, hein, tu as d'autres formations en ligne qui préparent les étudiants à rentrer à l'école des avocats parce que le concours d'entrée à l'école des avocats, c'est comme l'entonnoir. Hein. Donc très peu ont cet examen-là. Donc tu dois donc mettre toutes les chances de ton côté et avoir un calendrier, un planning de travail très, très, très intense en fait. Donc, c'est le conseil que je peux te donner pour pouvoir passer déjà le premier cap, avoir ton examen d'accès à l'école des avocats organisé par l'IEG. Et une fois que tu es à l'école des avocats, tu gardes bien entendu le même rythme de travail, la même intensité. Donc, surtout pas se spécialiser parce que, en fait, si tu veux la dichotomie droit privé, droit public, moi, par exemple, j'ai fait des études à la fac jusqu'au doctorat hein, en droit des affaires et fiscalité. Donc, je suis une privatiste de formation, mais arrivé sur le terrain, je plaide devant le tribunal administratif. Cette dichotomie-là n'existe plus, en fait. Donc, tu peux plaider devant le tribunal administratif facilement. Voilà. Donc, faut te spécialiser, oui, mais faut pas trop, trop, trop te spécialiser. Voilà, c'est le conseil aussi que je peux te donner. Voilà, voilà.
Donc, il faut te spécialiser, mais pas trop. Parce qu'en se spécialisant, surtout dans, dans un cursus où on veut devenir avocat, tu auras d'autres matières. Alors que si tu es trop spécialisé, tu peux développer des lacunes sur d'autres matières. Mais le droit public, c'est ma boîte noire. Tu verras sur le terrain, moi personnellement, c'est vrai que c'était un peu particulier le droit public, mais j'en fais. Je plaide devant le tribunal administratif. Et ben, ce que je vous ai conseillé là, les recours, c'est du droit administratif. Le recours devant le Conseil d'État, le recours devant l'inspection judiciaire, le recours devant le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est du droit administratif. Parce que là, vous vous attaquez à une autorité de droit public, le procureur de la République. Donc voilà, vous voyez, tu vois. Donc cette dichotomie-là, il faut... Bon, quand tu prépares, quand tu es à l'école, reste sur ton droit privé, d'accord? Faut pas trop te spécialiser en droit privé, tu vois? Faut pas trop te spécialiser en droit privé, parce que là, c'est du droit pénal, c'est trop spécialisé en fait. Donc, de temps en temps, il faut aussi mettre de l'énergie sur les autres matières de droit privé. C'est ce que je vais dire. Voilà, voilà. Et puis, il faut déjà aussi commencer à créer son réseau parce que l'école des avocats se déroule en trois phases. D'accord? En trois phases. Donc, il y a un premier semestre, je ne le dis pas dans l'ordre, hein, il y a un semestre de formation théorique, il y a un semestre de stage en entreprise et il y a un semestre de stage en cabinet d'avocat. Donc, la plupart du temps, certains avocats, surtout d'origine, certains étudiants d'origine étrangère, la plupart du temps, hein, ce sont ces étudiants-là qui ont du mal à trouver des stages. Donc, il faut aussi que tu commences à développer ton réseau professionnel pour ne pas être confronté à cette difficulté-là au moment venu lorsque tu rentreras à l'école des avocats. Donc, voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut passer le barreau ici en France et passer le concours de la magistrature au Gabon? Mais bien sûr, à partir du moment où tu as la nationalité gabonaise, le barrage serait à quel niveau? Tu as la nationalité gabonaise, tu peux bien passer. Le barreau ici en France, tous les avocats, bon, moi j'ai la double nationalité, on va dire, mais il y a des confrères qui n'ont pas la double nationalité. Il y a une consoeur qui est à l'Est, là, qui est sur les réseaux sociaux, qui n'a pas la double nationalité, mais qui exerce la profession d'avocat ici en France. On est sur une profession libérale, hein. Un avocat n'est pas un fonctionnaire, hein, donc tu peux être avocat ici et parallèlement à ça, si tu décides si tu estimes que la profession libérale c'est pas ta voie, tu as le droit d'aller passer le concours de la magistrature au Gabon. Et si tu l'as, à un moment donné, il va falloir que tu choisisses parce que tu peux pas être magistrat au Gabon et avocat ici en France. Donc, à un moment donné, il faudrait que tu choisisses ton territoire. Donc, si c'est le territoire gabonais où tu veux vivre, ben, c'est la magistrature, tu seras magistrate au Gabon. Ben, si c'est le territoire français, tu seras avocate sur le territoire français. Donc, à un moment donné, il va falloir choisir le territoire sur lequel tu veux exercer ta profession. Bon, si jamais je veux changer, mais bien sûr, d'ailleurs, les deux métiers, là, magistrat, on est tous des juristes, hein. Un magistrat, c'est un juriste, un avocat, c'est un juriste. Donc, le point commun, c'est celui-là, nous sommes tous des personnes du droit. Donc, la plupart du temps, les avocats, même ici, j'en connais, deviennent magistrats. Et inversement, il y a des magistrats qui deviennent avocats parce qu'il existe des passerelles
des passerelles. Donc, ces passerelles-là dispensent les professionnels qui peuvent justifier avoir pratiqué le droit pendant un certain temps. Donc, tu es dispensé de l'école des avocats ou de l'école de la magistrature, du concours de l'IEJ. Donc, il y a des parcelles, des concours internes qui se font pour basculer d'une profession à une autre. Ben, je pense que c'est bac plus 4, hein. C'est bac plus 4. C'est le master 1. C'est le master 1. Le minimum, c'est le master 1. Après, on peut avoir un master 2, on peut avoir un doctorat, mais le minimum, c'est le master 1. À partir du moment où tu justifies d'un master 1, tu peux t'inscrire à l'IEJ. Tu peux également passer le concours de la magistrature. Voilà. Donc, il y a souvent des forums, tu dois le savoir. Il y a des forums qui sont souvent journées portes ouvertes, qui sont souvent organisés par la faculté. Journée portes ouvertes à laquelle prennent part plusieurs professionnels, notamment les professionnels du droit, voire comment dire, les écoles, hein, l'école de la magistrature, l'école des avocats. Et donc, à ces journées portes ouvertes, vous avez ces entreprises là ou ces institutions qui viennent justement expliquer aux étudiants comment il faut faire pour faire tel ou tel concours. Donc, il faut participer à ces forums-là, à ces journées-là. Donc, voilà, en tout cas, merci Bella pour les cœurs, merci. Merci en tout cas. Merci. Je suis obligée de vous laisser, sauf s'il y a une dernière question, mais je suis obligée de vous laisser. En tout cas, ça a été très intéressant, très enrichissant. Et la prochaine fois, je reviendrai vers vous avec un autre sujet. Merci pour l'interaction et à bientôt.